Alors sur cette table ronde, on va parler d'un comportement paradoxal dans notre société, puisque d'un côté... S'il vous plaît. En fait, c'est sûr que les tables rondes s'enchaînent. J'entends bien que c'est compliqué de rester assis pendant un certain moment. Mais allez, dans l'idée, on essaie de ne pas faire de bruit. Merci. Mieux là ? Là, c'est mieux. Je disais donc deux tendances paradoxales dans notre société. À la fois, on a d'un côté la recherche de sensations immédiates et de sensations multiples qui sont amplifiées, on le sait tous, par les récits, les réseaux sociaux, les grandes figures de l'alpinisme, du ski, etc., dont on montre des images incroyables sans penser qu'avant évidemment d'arriver à ces résultats-là, il a fallu un long apprentissage. Et en fait, tous ces phénomènes peuvent conduire à des comportements peu responsables dans un milieu exigeant. Et on pourrait imaginer que c'est amplifié notamment par les partages, les réseaux sociaux, qui entraînent parfois un phénomène de surenchère. On sait que les conditions, on a vu que les conditions étaient bonnes ici, on y va, on a vu des images, et sans se dire que la fiabilité des informations qui ont été données, ça évolue très vite et c'est parfois en plus discutable. Donc, ce qui n'empêche pas évidemment l'analyse de chaque situation. Et paradoxalement, d'autre part, on a une société qui se scandalise à la vue des accidents, qui sont largement médiatisés, on le sait tous ici. Et on a du coup un risque en fait, qui est très difficilement toléré. Il faut des assurances contre tout, il faut des responsables pour tous les pépins. Et c'est ainsi que, devant la pression de l'opinion, les instances publiques sont souvent amenées à légiférer, à multiplier des réglementations et des interdits, ce qui, on le sait, est dangereux pour nos activités. Alors, on a aussi un nombre croissant de personnes qui vont en montagne, et c'est une bonne nouvelle pour nos activités, même si on sait qu'il est difficile de les chiffrer. Et on sait aussi que... du fait qu'on a plus de gens qui vont en montagne, et forcément on a plus d'accidents, c'est mathématique. Alors même si on sait que ces accidents se produisent en grande majorité dans des pratiques individuelles, dans des pratiques non encadrées, même si on sait qu'il y a d'autres secteurs, il y a d'autres sports qui génèrent des accidents, on parle souvent de la baignade par exemple, voilà. Malgré tout, c'est un sujet qui doit rester à la fois au cœur de nos activités et qui doit être à la fois pour nous, Club Alpin, pour nos clubs, pour les professionnels de la montagne, mais aussi pour les individuels, une préoccupation constante. Et malgré toutes les démarches, tous les efforts qu'on fait, toutes les initiatives, le sujet il est toujours présent parce qu'on sait que dans ce domaine, pour obtenir des vrais résultats, seule la vigilance et l'action continue pourront on va dire, nous garantir des progrès en cette matière-là. Alors, j'enfonce une porte ouverte, mais on va dire d'emblée que les accidents ou les incidents sont très rarement le fruit du hasard. On sait que c'est pas la montagne qui est dangereuse, mais ce sont la manière dont on pratique les activités qui peuvent l'être, et que bien souvent, les accidents sont dus à un problème technique, à un comportement inadapté, à des mauvaises décisions. De fait, finalement, l'apprentissage de la maîtrise du risque, c'est autant une affaire de technique qu'une affaire de culture. Alors du coup, dans cette table ronde, pour renforcer la sécurité des pratiquants, on va aborder, donc avec les débatteurs, on va aborder 5 points qui nous semblent essentiels. Le premier, c'est comment penser l'organisation des activités encadrées dans nos différentes structures, c'est-à-dire que ce soit au sein des clubs alpins, de l'UCPA, d'autres structures, des professionnels. Quelles sont les bonnes pratiques techniques, mais aussi comportementales? Comment on peut les remettre à jour aussi souvent que nécessaire? Quelle formation pour les pratiquants? Quelle formation pour les cadres de club? Quelle formation pour les professionnels de la montagne? Comment on peut les rendre accessibles au plus grand nombre? La question des retours d'expérience. Quelles en sont les formes? Quelle en est l'efficacité? Quelle en est la nécessité? Et enfin, le nerf de la guerre, la communication, c'est-à-dire comment on fait pour communiquer tout ça au plus près des pratiquants. Alors, pour parler de cette question ce matin, on a réuni donc une table ronde qui va être composée donc, de Luc Thibal,
mon éminent collègue, je vais leur demander de monter, qui est directeur technique national de la FFCAM, Pierre Gesquel, qui est guide et conseiller technique national de l'UCPA, Jean-Christophe Bech, qui est président de la Société de secours La Chamoniarde, et Maud Van Poel, qui est aspirante guide et chercheur en accidentologie des sports de montagne. Bonjour à tous. On va s'installer peut-être. Alors commençons donc par l'organisation des activités et je vais tout de suite donner la parole à Luc, puisque on dit souvent que la pratique en groupe dans les clubs est souvent un peu montrée du doigt. C'est la caricature du groupe de cafistes qu'on a tous vu, trop nombreux à la queue leu. Pourtant, finalement, on s'aperçoit, nous, dans nos chiffres, que l'accidentologie en pratique encadrée est assez faible. Est-ce que du coup, est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est une réalité, et est-ce qu'il y a des pratiques à faire évoluer aujourd'hui au sein des clubs ? Non, il a l'air de marcher, ouais. Oui, donc Niels, ça fait quand même longtemps que les clubs de la fédération ne sont plus des caravansérails. C'est vrai que donc en matière de sécurité, de prévention et sécurité, on fait quand même pas mal de choses, et ce depuis plus de 140 ans, parce qu'on forme des gens à la montagne depuis plus de 140 ans. Certains présidents de clubs ont mis en place déjà depuis un moment donc des stratégies très intéressantes de prévention et sécurité dans leur club. Mais on ne pouvait pas se contenter donc à la fédération de ce constat-là. Et depuis quelque temps, la prévention et la sécurité est au cœur des préoccupations des dirigeants de la fédération. Lors de la dernière AG à Mulhouse, donc, il y a eu un débat donc, qui a été très intéressant donc, sur la problématique de la prévention et la sécurité. Lors du dernier congrès à Grenoble, il y a un mois, donc 2 thèmes sur les 5 abordés, donc je dirais traités de la prévention et la sécurité. On vous a offert d'ailleurs un numéro de LMA qui portait sur la prévention et la sécurité. Donc là maintenant, je dirais la volonté des dirigeants et de toute la fédération, c'est d'essayer vraiment d'infuser cette culture de la prévention à tous les étages et dans toutes les strates de la fédération. C'est vrai qu'il y a quelques années, on avait fait peut-être une erreur qui est bien française, c'est-à-dire on avait créé une commission un peu théodule, la commission prévention et sécurité, et en fait elle n'a jamais vraiment trouvé sa place. Et maintenant, donc, le discours il est clair, c'est-à-dire que toutes les commissions, tous les comités départementaux, tous les clubs doivent prendre en charge ce dossier directement. Mais est-ce que concrètement, il y a des choses ou des pratiques à faire évoluer au sein de la façon dont sont organisées les activités dans les clubs, notamment les sorties ? Oui, mais je pense que là, en fait, on est vraiment dans la problématique complète donc, de la prévention et la sécurité, c'est-à-dire qu'à la fois, ça va toucher, le contrôle des cadres, enfin la qualification des cadres qui mettent en place ces sorties. À la fois, ça va toucher aussi donc, la déclaration de la sortie, et puis donc, tout ce qui va être, voilà, tout ce qui va être le processus, je dirais, de validation de ces sorties, quoi. Voilà. Pierre, au niveau de l'UCPA, depuis 60 ans, vous travaillez systématiquement avec de l'activité encadrée uniquement par des professionnels. Est-ce que le fait d'adopter cette politique-là, est-ce que ça a une incidence positive ? Est-ce que tu constates des évolutions ces dernières années ? Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur ce sujet au sein de l'UCPA ? Bonjour à tous. Oui, il y a des réflexions qui sont en fait
pas nouvelle et pas inhérente à la question de l'accidentologie ou de la sécurité, hein, parce qu'effectivement, sur 60 ans, si on regarde la fréquentation et l'accidentologie, on est sur quelque chose qui est pas très important sur la quantité de stagiaires qu'on voit passer, mais qui reste dramatique et qu'on ne peut pas accepter et qui chaque fois nous touche et nous interpelle. Donc on remet en permanence en question la manière dont on a de pratiquer l'alpinisme. Les propos que je vais avoir seront plutôt centrés sur l'activité alpinisme ou escalade, même si on a cette problématique sur les activités comme le ski hors piste et le ski de randonnée, mais qui sont un peu moins mon domaine et qui sont peut-être un petit peu plus complexes à traiter. Et en fait, les 3 axes sur lesquels qu'on met en permanence sur le tapis, ça a déjà été évoqué dans la table ronde précédente, hein. Le premier axe, c'est la question du projet et en permanence redéfinir avec les guides et les stagiaires, je vais de manière volontaire parler de stagiaires et non pas de clients, c'est de dire avec eux on est là pourquoi, et que le guide soit capable avec son groupe, parce qu'on est toujours dans une pratique encadrée en groupe, de redéfinir dès que les gens arrivent qui on est et qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qu'on va construire avec le guide et avec son groupe. Donc cette redéfinition du projet, elle est plus ou moins facile suivant les attentes des stagiaires. On a toujours des profils hétérogènes et en gros, on a, je schématise, un tiers des gens qui viennent, ils sont dans une démarche, ils ont bien lu, ils viennent chercher quelque chose effectivement avec un contenu, de la formation. Un tiers qui est pas très au fait et qui vient pratiquer une activité, et puis un tiers qui peut avoir une pratique un peu consumériste et qui viennent là parce que c'est moins cher que le bureau des guides. Donc voilà, ce premier travail à conduire aux différents niveaux du site et de manière très concrète par le guide, ce sera redéfinir le projet. Le deuxième axe, c'est la place du guide lui-même dans cette structure et dans cette relation avec le groupe. Et c'est affirmer quelque chose qui n'est pas nouveau et qui est inscrit dans le texte. Le guide est un éducateur. Alors je ne vais pas dire un éducateur sportif parce que les guides n'aiment pas trop, même si réglementairement c'est un éducateur sportif, c'est un éducateur montagne. Et c'est bien que le guide qui travaille avec nous assume et se place comme un guide éducateur. Un guide éducateur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un guide qui a des savoir-faire en termes de connaissances. Et je dirais que ce n'est pas forcément le plus compliqué, mais c'est ce qui est développé en formation initiale, en formation continue. C'est un guide qui a des compétences didactiques. Alors c'est un peu un gros, peut-être, c'est pas un gros mot, c'est vraiment se dire oui, j'ai des connaissances, maintenant comment ces connaissances je vais les faire passer suivant si j'ai 2 clients, un groupe de 5, un groupe de 6, suivant l'activité. Et bien sûr des savoir-être, parce que ce qui est en pédagogie et en gestion de groupe, c'est avant tout des questions de psychologie. Et ça, c'est pas forcément une formation en savoir pédagogique, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à travailler en formation initiale, donc c'est quelque chose que le guide développe avec son expérience sur le terrain. Et en plus de ces compétences-là, le guide éducateur, il a, et ça a été évoqué précédemment, une bonne connaissance du terrain et des terrains, et il a une créativité de se dire, voilà, j'ai des gens, qu'est-ce que je veux enseigner, qu'est-ce que je veux faire aux gens, et c'est pas tant faire une voie, faire un sommet, c'est les mettre en situation, et sur quel terrain je vais aller exercer. Donc, imaginons j'ai un groupe de 5, c'est pas comment je fais pour amener mes 5 là-haut, mais avec ce groupe de 5, avec les objectifs qu'on s'est fixés avec les stagiaires, sur quel terrain je vais. Donc c'est bien inversé. Le guide ne doit pas se poser comment je fais pour guider mes 5 là-haut, mais comment je fais avec ces 5-là pour développer les contenus qui sont intéressants en fonction des conditions, des attentes des gens. Voilà. Et donc le troisième axe, c'est redéfinir la place du stagiaire, au sens où les gens peuvent arriver avec une posture un peu classique. Moi, je viens là, j'ai un guide et je me place derrière le guide. Et là, le travail, c'est dans la redéfinition du projet, c'est impliquer le stagiaire, lui dire non, dans ce fonctionnement-là, tu n'es pas que sur la banquette arrière dans le taxi. À un moment donné, on va te laisser les commandes. Et le guide, lui, c'est le père de famille ou la mère de famille qui est en conduite accompagnée.
avec plus ou moins la voiture d'auto-école adaptée. On est en conduite accompagnée. Donc une fois qu'on a travaillé sur ces 3 axes, le projet, la place du guide et la place du stagiaire, ça répond à la question qui n'est pas nouvelle, mais pour moi dans cette situation-là, le guide qui enseigne, à l'UCPA ou ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des pratiques collectives, c'est un guide qui est au milieu. C'est plus le guide qui est devant et qui guide son groupe, c'est un guide qui est au milieu. Et qui en étant au milieu, il surveille tout ce qui est autour. Voilà. Donc c'est ce travail-là qui est en permanence à faire avec les équipes, avec des guides qui ont entre 30 ans d'enseignement collectif et d'autres qui sortent de l'école. Effectivement, on est sur des pratiques de l'activité de guide qui sont très différentes. Ça me permet de faire la bascule sur la question entre guillemets, des bonnes pratiques, des bonnes pratiques techniques, mais aussi comportementales. Et je vous propose d'échanger un petit peu là-dessus. Luc, comment une grande fédération avec 100 000 licenciés, 400 clubs, etc., peut recenser efficacement des bonnes pratiques et celles qui s'expérimentent ici et là, très certainement dans les clubs, et comment elle peut les essaimer, si tant est qu'elle y arrive. Oui, donc sur les bonnes pratiques, c'est vrai que il y a quelques années, on avait une approche qui était quand même presque exclusivement centrée sur la maîtrise de la technique, la maîtrise de la technique de la sécurité, et c'est vrai qu'on oubliait souvent les facteurs humains et surtout l'analyse, les capacités d'analyse du milieu. Donc les sports de neige nous ont fait progresser, c'est-à-dire qu'ils ont amené, l'analyse et les facteurs humains au cœur de la problématique, donc des bonnes pratiques. Et en fait, je pense que même si les sports de neige ont progressé, c'est, les facteurs humains et les capacités d'analyse commencent, en alpinisme, en escalade, à intervenir dans la définition des bonnes pratiques. Voilà. Mais en fait, nous, c'est vrai qu'on peut définir des bonnes pratiques, mais on n'est quand même pas tout seul. On n'est pas tout seul. Les fabricants sont là, et c'est vrai qu'on a besoin, on aurait besoin de pouvoir les partager, ces bonnes pratiques, pour pouvoir être, les enseigner encore de manière peut-être plus forte, et essayer de trouver un consensus peut-être avec les autres partenaires qui sont les autres prescripteurs de la sécurité. Mais c'est peut-être aussi comment on les repère, comment on les recense, parce que c'est vrai que parmi la myriade de clubs, c'est un peu compliqué d'aller voir tout ce qui se fait sur le terrain. En fait, maintenant, quand même, on a quand même toutes les commissions fédérales d'activité qui sont capables, et je pense qu'ils font quand même un travail admirable là-dessus, qui recensent. On a, un système de formation qui a évolué, on en parlera peut-être tout à l'heure. On arrive à les repérer, on arrive, à dégager les principales bonnes pratiques, mais moi, j'ai quand même encore un doute, c'est-à-dire que on n'est pas tout seul, et sur, par exemple, l'utilisation d'un matériel, il se peut qu'on ne connaisse pas des choses et qui sont issues d'un travail du fabricant. Et je me pose la question aussi, de comment les partager et comment trouver un consensus avec les autres acteurs. Bon, alors, comme on n'est pas tout seul, je vais poser la question à Jean-Christophe, du coup. Est-ce qu'il est dans la mission d'une association comme la Chamoniarde de recenser les bonnes pratiques et du coup, comment vous faites ? Bonjour, donc Jean-Christophe, j'ai l'honneur de présider la Chamoniarde, qui est une association de secours en montagne et de prévention. Donc là je vais évidemment parler du côté prévention. Il y a deux choses. C'est vrai que la difficulté, la Chamoniarde se place un petit peu comme une sorte d'interface entre les gens qui élaborent un projet. Souvent, ce sont des gens qui viennent en vacances, donc qui élaborent un projet bien en amont de leur venue sur site,
et puis et la réalisation de leurs projets. Donc il y a déjà, on est là en tant qu'interface parce que ils viennent nous voir pour prendre des renseignements. On draine quand même 50 000 personnes par an dans nos locaux, ce qui n'est pas rien, des gens de tout niveau, des gens qui sont débutants, toute forme de pratique de la montagne, y compris des professionnels, qui ne sont pas forcément de la vallée de Chamonix, là où nous sommes implantés. Et il y a déjà une sorte de décryptage dans leurs demandes. C'est savoir faire le point sur leurs connaissances, sur leur expérience, ce qu'ils veulent faire, le projet effectivement qu'ils ont en tête, essayer de les convaincre d'une manière simple, de les persuader que oui, effectivement, c'est faisable ou ça n'est pas faisable. Donc on a deux niveaux, on a du renseignement, j'allais dire quotidien, des gens qui viennent nous voir pour prendre des informations, et puis à côté de ça, on a un volet formation. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on réduit souvent la pratique ou les pratiques de la montagne, de plus en plus, parce que c'est dans l'air du temps, à des notions de technicité. Donc je rebondis aussi sur les fabricants. Donc c'est parfait, parce qu'aujourd'hui on a un matériel qui est quand même extraordinaire, enfin, qui a évolué, qui continuera à évoluer. Mais aujourd'hui on a l'impression quand même que d'une manière générale, on se cache un petit peu derrière ce côté. C'est beaucoup plus facile, effectivement, de faire des économies et d'acheter un sac ABS que de véritablement s'intéresser à des notions de nivologie ou développer des notions d'observation sur le terrain pour détecter un danger. Donc, et c'est vrai que notre société pousse à cette consommation, et on vous dit, encore aujourd'hui, on vous dit, ben oui, partez avec une pelle, une sonde et un ARVA. Enfin, DVA, pardon, excusez-moi. Et malheureusement, il est trop tard, quoi. Quand on a besoin de se servir de ce matériel, il est trop tard. Donc ça veut dire qu'il est nécessaire de cultiver les gens, de trouver effectivement une porte pour remettre les gens un petit peu dans la culture montagne, afin de travailler sur l'anticipation. Donc ça, c'est pas toujours très très facile. Et là, je pense qu'effectivement, on a des progrès à faire entre nous tous. Là, je reprends tes paroles, parce que au niveau de l'information montagne, quel que soit son niveau, on s'aperçoit effectivement qu'il y a vraiment des niveaux ou une forme d'expression qui est beaucoup trop floue par rapport au niveau de connaissance des gens qui viennent nous demander des infos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a notre manière d'informer laisse trop la place effectivement à des considérations un peu personnelles, donc qui prêtent à des confusions d'interprétation absolument terribles. Donc je crois qu'on a vraiment des gros efforts à faire. On en a parlé effectivement dans la table ronde précédente sur ce côté factuel. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, à la Chamoniarde. Chaque année, on se torture un peu l'idée pour dire, ben voilà, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne neige ? Pour quel type de personne? Qui va pouvoir interpréter ça? Surtout qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, le petit chinois, parce que le ski se développe fortement en Chine, voilà pourquoi je prends l'exemple, le gars qui va voir sur un réseau social, tiens, les conditions de ski hors piste à Chamonix, moi j'ai l'habitude de faire du ski dans mon pays, qu'est-ce qu'il raconte? Ah ben oui, tiens, effectivement, telle personne dit que c'est bon, on ne peut pas juger là-dessus. C'est impossible. Donc je pense qu'effectivement, d'une manière générale, il faut qu'on arrive à faire des efforts. Et ça s'apprend. Je pense que c'est la diffusion d'informations en restant factuelles. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, tout du moins qui se travaille pour arriver à cet objectif-là. Ouais. Moi, je voulais souligner, en fait, que c'est vrai qu'on a de plus en plus d'adhérents qui sont issus des centres-villes aseptisés. Hein. Et donc, en fait, s'ils peuvent maîtriser une technique, en tout cas, je dirais la capacité à prendre des informations sur le milieu ou à régler des facteurs humains, c'est vraiment très très difficile. Et je suis d'accord avec toi, ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment. Oui, ça se travaille. Je pense qu'en tous les cas, je suis convaincu que dans le milieu professionnel, ce qui n'est pas tout à fait le sujet, mais mine de rien, on fait partie de la pyramide forcément dans l'information. Les gens nous prennent en temps, ils nous font confiance, nous professionnels. Donc nous, il faut qu'on soit à la hauteur de la tâche aussi et qu'on puisse les éduquer, quoi, de ce côté-là. Et donc voilà pour le premier volet. Ça, c'est vrai que c'est pas facile donc de cerner un petit peu le profil des gens qui viennent nous demander des informations. Là aussi, on a du mal dans la restitution de l'information. C'est que la montagne évolue extrêmement vite. Alors, je vais prendre quelques exemples, mais comment interpréter, par exemple, un topo de voie aujourd'hui?
à l'aube de 2020, il y a encore des descriptions de topos qui datent, alors avec des photos magnifiques, hein. C'est vrai que c'est alléchant, ça fait rêver, mais c'est aussi un des points sur lesquels on essaye de travailler, alors là pour le coup dans les formations que l'on dispense à la Chamoniarde, c'est de dire attention, regardez bien la date d'édition du topo, dans quelles conditions ça a été ouvert, parce que les conditions ont changé. Donc quand on vous décrit par exemple une goulotte qui a été ouverte en plein mois de janvier il y a une quarantaine d'années et qu'aujourd'hui vous retrouvez exactement le même itinéraire qui est toujours décrit mais qui est peut-être pas forcément réactualisé et finalement la goulotte qui a été ouverte dans des conditions de glace et qui aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, on n'y fait plus de la glace, on y fait du dry et c'est devenu un passage en M6+, ou je sais pas quoi. Pour donner l'information, c'est quand même très très compliqué. Et dans les rapports, dans les retours de course qu'on peut avoir, c'est pareil, nous on est obligé de faire un tri, un sérieux tri pour dire attention, la personne qui nous dit que cette goulotte elle est en excellente condition, sur quels critères elle se base? Est-ce qu'elle se base par rapport à la description originale du topo ou elle se base à ses ressentis lorsqu'elle vient de faire la course? Et puis finalement, on voit qu'il y a des discordances, mais totales. Donc nous, on est au milieu de tout ça pour essayer de restituer la meilleure information. Donc c'est vraiment pas facile du tout. Enfin, je m'excuse, mais j'insiste un petit peu sur ce côté factuel. Ça, c'est vraiment très important. Et il faut qu'on soit capable d'être parfaitement honnête dans la description, dans nos retours de course, de dire, voilà, les choses étaient comme ça. Et dans nos formations, on insiste là-dessus, justement, sur la date d'édition du topo, mais attendez, si vous regardez la petite verte aujourd'hui, au mois de juillet, ça n'a plus rien à voir avec la photo que vous avez vue 3 semaines en avant, quand vous avez 3 semaines auparavant, quand vous avez préparé votre course, vous avez regardé une photo qui datait de Gaston Rubuffat. Je ne remets pas en question la qualité de la photo, bien entendu, mais la petite verte n'a plus du tout la même allure, donc on va adopter alors là, pour le coup, oui, des techniques qui vont être liées à un état aujourd'hui et non plus d'une trentaine d'années en arrière. Donc ça, c'est aussi la base de nos formations. Et je pense qu'aujourd'hui, dans nos formations qu'on propose, c'est pas uniquement de la technicité, c'est pas du sauvetage en crevasse, c'est vraiment de la culture montagne et essayer d'analyser pourquoi c'est devenu comme ça, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui va finalement... quels critères on va retenir pour pouvoir organiser en 2019, avec les conditions qu'on a en 2019 en montagne, de quelle manière on va pouvoir faire notre course. C'est vraiment ça la base de nos formations. On voit du coup que le retour d'information, c'est une question primordiale. Justement, Maud, un peu en tant que spécialiste de la question aujourd'hui, est-ce que les systèmes de retour d'expérience permettent de collecter efficacement de l'information et permettent aussi quelque part de recenser les bonnes pratiques ou pas? Bonjour, alors je suis en cursus de thèse du coup sur l'accidentologie et une partie de cette thèse c'est d'analyser les récits de rétex, de retour d'expérience issus de la base CERAC, donc juste pour situer le contexte, qui est en ligne sur Camp2Camp et qui est accessible à tous les pratiquants, donc qui n'est pas relié à un collectif précis comme celui des guides ou comme la FFCAM. Par rapport aux bonnes pratiques, ce que le rétex permet de les recenser, tout dépend de ce qu'on entend par bonne pratique. En fait, les outils de rétex, ils peuvent être pensés pour servir des objectifs différents, et notamment celui de repérer les bons et les mauvais fonctionnements par rapport à des standards établis, et éventuellement de faire évoluer ces standards. C'est souvent l'utilisation première des rétex qui est faite dans l'entreprise, dont est inspiré le rétex à la base. C'est une utilisation qui est assez normative, parce qu'elle vise à repérer des dysfonctionnements par rapport à un protocole établi. Pour l'alpinisme, c'est un tout petit peu différent, notamment parce qu'on a rarement un protocole très fixe, établi, par rapport auquel on peut évaluer des écarts et des erreurs. Et tant mieux. Cette utilisation, elle est aussi basée sur la perspective qu'on peut dégager des liens de cause à effet entre des éléments, des comportements, des techniques, et le fait que l'accident se produise réellement ou non. C'est l'idée que si on agrège de plus en plus de données par le nombre, le rétex va pouvoir nous renseigner sur la réalité des situations à risque et le véritable pourquoi des accidents, les configurations qui sont réellement dangereuses ou non. Bien sûr, le rétex, il peut nous en dire quelque chose, qui est intéressant d'écouter, mais je voudrais amener ici un petit peu de prudence interprétative par rapport à ça. C'est qu'il ne faut pas oublier que les situations en alpinisme et dans beaucoup d'autres contextes, elles sont dynamiques, complexes et à haut degré d'incertitude.
C'est-à-dire, pour faire court, qu'on ne peut pas totalement les comprendre en les décomposant en éléments distincts et en traçant des liens de causalité entre eux. Donc il ne faudrait pas tomber dans l'illusion qu'on comprend totalement la situation. C'est l'idée qu'il y a une multitude de facteurs contributifs pour un accident. Et c'est ce que nous a très bien présenté Alain Duclos tout à l'heure, avec le schéma de l'arborescence. Et je rajouterais qu'en plus, ces facteurs contributifs, ils sont interdépendants, ils sont connectés les uns les autres. Donc on peut identifier des ingrédients, mais ils ne peuvent être que des facteurs contributifs qui n'ont pas d'influence seuls, de manière isolée, s'ils ne sont pas combinés au reste de la situation. On peut bien sûr établir des liens entre ces facteurs et le fait qu'un accident survienne ou non, mais ces facteurs dépendent souvent de beaucoup d'autres sur lesquels on n'a pas forcément toutes les informations, notamment avec les récits de rétexte qui portent des niveaux de détail variés. Il faut donc rester prudent dans la généralisation de ces éléments comme gage de sécurité ou leur absence comme nécessairement productrice de danger. Donc, à mon sens, les rétextes ne sont pas vraiment là pour dégager des bonnes pratiques au sens de standards établis, au sens de normes et de règles. Par contre, ils peuvent bien sûr nous aider à formuler des conseils. Ils peuvent aussi mettre en avant quelque chose qui est très intéressant, c'est les ressources et compétences mises en œuvre par les pratiquants pour gérer une situation critique où tout s'est bien terminé. C'est-à-dire un petit peu l'aspect positif finalement qu'on peut tirer des rétextes. Comment gérer cette complexité et cette incertitude? Comment on s'adapte en situation? Éventuellement les éléments barrières préventifs qu'ils ont mis en place. Malheureusement déjà c'est un aspect qui est peu développé pour l'instant dans les récits, en tout cas les récits qu'on a. Et encore une fois, ici aussi, il s'agira de rester prudent dans l'interprétation de ces stratégies, comme nécessairement gage de sécurité, notamment dans les situations où on ne sait pas si on a échappé à un accident par chance ou grâce à une réelle compétence. Donc on en revient sur l'idée que les rétextes n'ont pas vocation à établir des standards ni même des grandes vérités, mais plutôt à fournir des exemples d'expérience, à informer sur des situations positives ou négatives qui ont existé et desquelles on peut s'inspirer pour s'interroger sur sa propre expérience. Merci Maud. Work in process sur les rétextes, si on veut faire un résumé très court. On a déjà parlé un peu de la formation, Jean-Christophe, tu avais déjà embrayé sur le sujet, et effectivement on se rend compte que c'est là aussi le sujet qui permet, j'allais presque dire le sujet principal, qui permet de renforcer la sécurité des pratiquants. Donc on va rentrer un petit peu dans ce thème. Luc, comment s'organise la formation dans la nébuleuse du club alpin et comment on l'a fait évoluer aujourd'hui pour atteindre cet objectif de renforcement de la sécurité? Donc le socle de la formation, c'était et c'est toujours donc la formation des cadres bénévoles. Donc les cadres initiateurs qui vont amener des groupes donc en montagne. Et en fait, on a changé un peu de logiciel là, depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on est vraiment parti sur je dirais une priorité donnée à la formation du pratiquant maintenant. C'est-à-dire qu'on a mis en place des UF qui s'appellent des UF vers l'autonomie. Dont l'objectif principal, c'est pas pour la personne qui les suit, c'est pas de devenir cadre bénévole, mais c'est vraiment de se former et notamment d'acquérir les bonnes pratiques. Voilà. En fait, on s'aperçoit que ces formations vers l'autonomie qu'on a mis en place, elles ont une croissance exponentielle et qu'on n'est pas capable, d'ailleurs, en ce moment, de répondre à toutes les demandes. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil parce que je sais qu'il y a pas mal de guides dans la salle. Donc, vous pouvez vous rapprocher des clubs de la fédération, parce que c'est les clubs qui sont chargés de mettre en place ces formations pour participer et encadrer donc, ces UF-là. Ça nous semblerait intéressant parce que vraiment, il y a une très, très, très forte demande. Donc, c'est vrai qu'on a évolué vers la formation du pratiquant et que même si la formation des cadres bénévoles reste toujours un élément très fort chez nous, c'est actuellement la dynamique, elle est sur la formation du pratiquant. Et ça nous semble très très intéressant pour aller donc, vers un objectif donc, de prévention des accidents et sécurité de tous. Je rajouterai un volet que j'ai tendance à oublier souvent, je m'excuse d'être un peu long, mais c'est l'événementiel. C'est-à-dire que nous, on a toute une partie de notre événementiel qui est, je dirais, tournée vers la formation, et notamment ce qu'on appelle les grands parcours. On en organise un grand parcours à Chamonix.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc on aura différents niveaux dans ces grands parcours, de la découverte jusqu'à, on va dire, l'expérimenter. Et en fait, sur l'encadrement de ces grands parcours, ce qu'il y a de remarquable, c'est quand même qu'on a, je dirais, pratiquement, on retrouve tout le monde, c'est-à-dire les services de secours qui sont là et qui animent des ateliers pédagogiques. On a les fabricants qui animent des ateliers pédagogiques. On a la Chamoniarde, donc bien sûr sur Chamonix. On a bien sûr les compagnies des guides donc, qui nous soutiennent sur je dirais, le lieu, donc le lieu de l'événement. Voilà, donc je dirais les deux points forts actuellement, c'est la formation des pratiquants via les UF vers l'autonomie et, je pense, l'événementiel grand public qu'on met en place. Pierre, tu l'as déjà abordé un peu tout à l'heure, mais est-ce que l'UCPA propose toujours dans son projet actuel ce qu'on appelait traditionnellement les stages, c'est-à-dire une formation vers l'autonomie, ou est-ce que ça évolue davantage vers la pratique encadrée, on va dire, pure et simple ? Alors non, l'UCPA reste dans son projet et je dirais sa présentation de son projet, une école d'alpinisme et une école d'escalade. Alors même si effectivement, je l'ai dit, il y a des attentes diverses. Nous, on a 60% des gens qui viennent qui sont des gens plutôt débutants, donc ils viennent découvrir l'activité avec un projet, ça a été dit, qui n'est pas toujours très clair parce qu'ils ont des représentations de l'activité qui sont très, très floues ou voire très éloignées de la réalité. Mais c'est des gens qui sont motivés pour apprendre et si le guide les implique, c'est des gens qui sont curieux et c'est une clientèle qui est assez facile à travailler. Donc nous aujourd'hui on est une école d'alpinisme, on ne prétend pas former des gens à l'autonomie parce qu'on a une clientèle qui va venir, qui va pratiquer l'alpinisme une semaine par an. Même nos stagiaires réguliers, on les voit 3-4 ans. Ça ne fait pas des alpinistes autonomes. Au mieux, ça fait des pratiquants éclairés. Donc, on a des contenus de formation qui peuvent amener vers l'autonomie. Mais après, comme l'avait écrit Éric Descamps, l'autonomie, ça ne s'apprend pas. À un moment donné, ça se prend. On a quelques stagiaires, on leur dit, mais si tu veux être autonome, à un moment donné, il va falloir que tu ne viennes plus, quoi. Mais notre objectif reste de la formation pour ces pratiquants éclairés vers l'autonomie. Et la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de bien travailler sur 3 axes. Je dirais l'axe de la connaissance technique, ça c'est le plus facile. Et c'est naturellement ce vers quoi le guide se sent un peu plus outillé. Là où nous, le travail qu'on a avec nos guides, c'est de dire attention, nous on forme pas on n'est pas là pour former des guides ou des experts. Donc les contenus techniques qu'on doit enseigner, ça doit être des choses qui sont simples, qui correspondent à la situation, qui doivent être réutilisables quand demain la personne elle va aller grimper avec son copain ou sa copine, des choses simples. Voilà, donc c'est l'axe de la connaissance, je dirais, il est le plus facile à mettre sur la table. Et là où on travaille maintenant avec les guides et avec les équipes et avec les stagiaires, on est bien dans l'implication, c'est développer avec le groupe deux autres aspects. L'aspect analyse de ce qu'on voit, c'est-à-dire impliqué dans l'analyse des conditions, et ça c'est un élément essentiel pour avoir des pratiquants éclairés. Et puis l'angle de la décision. Et ça, l'angle de la décision, il est un peu plus difficile dans l'implication, mais c'est-à-dire en permanence que le guide soit capable de travailler ces 3 axes avec son groupe. Qu'est-ce que j'ai autour de moi en termes d'infos, de situations à régler? C'est quoi mon bagage technique? Quelle analyse je fais et quelle décision je prends? Alors ça peut aller dans la gestion du timing, et bien sûr ça peut aller à décider sur on modifie le plan, on renonce ou on modifie nos... Et donc notre formation elle est là-dessus et elle doit travailler sur ces 3 axes et bien faire comprendre que le guide il est là pour non pas réduire les marges, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent aller quelque part où ils n'iraient pas s'il n'y avait pas le guide, mais que le guide doit être là pour augmenter les marges, c'est-à-dire amener les gens à se poser les questions et dans une optique de pratique ultérieure, élargissent leur champ de vision et leur champ de réflexion sur tout ce qu'il y a autour
et se pose en permanence, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que, comme ça a été dit tout à l'heure, ne pas être dans la surenchère en permanente, mais être capable d'apprécier, d'être dehors, y compris quand on est dans le brouillard, y compris quand il pleut, et adapter en permanence le projet. Donc ça fait tout un corpus d'objectifs de formation qui est super riche. Et je dirais, nous, on a une clientèle qui est déjà qui est assez facilement intéressée et motivée par ce type de projet. Du coup, donc formation, formation sous forme de stage, formation donc vers l'autonomie ou formation vers l'encadrement au sein des clubs. Jean-Christophe, du coup, comment se positionne la Chamoniarde? C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans une démarche de formation courte. Est-ce que, du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que ce sont des publics différents? Est-ce que c'est complémentaire? On a beaucoup dans nos formations. Alors comme tu l'as dit, Nils, effectivement, nos formations, elles sont très courtes. Hein. Elles durent une journée, donc on a des niveaux un petit peu différents. On ne prend pas des débutants complets. On demande aux gens, en tous les cas pour les stages les plus, ceux qui sont adressés aux, j'allais dire entre guillemets aux débutants. Je viens de vous dire qu'on ne prend pas de débutants, mais on demande que les gens qui intègrent nos formations aient déjà une petite expérience d'autonomie. Et en fait, on base un petit peu nos formations justement sur leur connaissance en autonomie. Donc déjà de remettre un petit peu les choses au point. On insiste énormément sur le type d'encordement, par exemple. Au plus simple possible, c'est-à-dire qu'on évite de tomber dans les pièges de la petite combine du guide qui est peut-être très très bonne, hein, je ne sais pas du tout ce que je veux dire, mais voilà, lui la connaît sa manip, il connaît les avantages, il connaît les inconvénients et il sait l'utiliser. De là à la diffuser au grand public, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on essaye vraiment de réduire les manœuvres, en tous les cas, à leur plus simple expression, tout en étant le plus sûr possible. Et puis, c'est ce que je disais, on insiste de plus en plus. Il y a le côté technique, vous avez compris ce que je pensais du côté technique, qui est indispensable, mais le plus difficile à travailler, c'est effectivement toute la préparation de la course. Donc avant d'aller sur le terrain, c'est vrai qu'on sensibilise les gens. Alors on en parle depuis longtemps, le facteur humain, Alain en a encore parlé, mais on se rend compte finalement que dans ces milieux d'amateurs, et quel que soit leur niveau d'expérience, il y a des facteurs humains, c'est pas qu'ils les entendent, mais ils ne les incluent pas dans la préparation de leur projet. Alors on peut comprendre pourquoi il ne les inclut pas. C'est vrai qu'un amateur, il a son petit boulot toute la semaine, puis hop, tout d'un coup, il s'aperçoit, ah oui, ce week-end, il va faire super beau, tiens, j'ai des copains que j'ai pas vus depuis très 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 longtemps, je vais en profiter et je vais partir en montagne. Donc là, excité par le projet, excité par le beau temps, excité par le fait de retrouver des bons copains, on y va, et du coup, ça verrouille un peu l'esprit. Et puis tout le côté humain, préparation, les aléas, on l'oublie complètement, quoi. On est complètement sous la coupe de son projet. Et on insiste énormément là-dessus. Alors, dire, attendez, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il faut quand même inclure un pourcentage d'imprévus. Votre copain, vous lui donnez rendez-vous le lendemain, et puis il n'a pas d'ARVA. Il n'a pas de DVA, c'est des mauvaises habitudes. Il n'a pas de DVA, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de DVA de rechange, on le prend pas, oui, ça fait 1 an que je l'ai pas vu. Et ces gens, et finalement, on s'aperçoit que les gens n'ont pas conscience de ça. Ils l'entendent parce que je crois qu'on le répète depuis un certain temps maintenant, mais ils ne le prennent pas en considération lorsqu'il s'agit de préparer une sortie en autonomie. Donc c'est vraiment ça le but de nos formations. Alors après, on fait ça à des niveaux effectivement un petit peu différents. Des gens qui ont plus d'expérience que d'autres, mais ce sont des formations très courtes. Voilà, la seule évolution qu'on ait vraiment eue, c'est qu'effectivement sur nos deux stages de formation, le niveau 1, le niveau 2, je ne vais pas vous faire le détail, mais on a fait ça sur 2 jours, et on s'aperçoit que c'est quand même très très intéressant, hein, parce qu'on rejoint un petit peu les stages de l'UCPA dans l'esprit. L'avantage, c'est de pouvoir prendre les gens dans le milieu pendant 48 heures.
dans le milieu proprement dit. Parce qu'en fait, au bout d'une journée, on est très restreint quoi, dans notre diffusion d'informations et qu'il n'y a pas beaucoup de suivi. Le fait d'organiser ça sur 2 jours permet vraiment d'être immergé dans le milieu montagne. Alors le pote qui n'a pas son DVA et qui a fait la route et qui est là au pied de la voiture et qu'on emmène quand même, j'allais dire, on l'a probablement pratiquement tous vécu un jour ou l'autre. Et à la limite, heureusement, toutes les situations de comportement mal adaptés ne terminent pas en accident, et c'est heureux, mais terminent parfois en incident. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un des sujets actuels, hein, c'est d'arriver à recenser et à analyser tous ces incidents. On pourrait presque appeler ça l'incidentologie. C'est une science qui se développe avec les différents systèmes de retour d'expérience qui se mettent en place ici et là. On en a parlé déjà ce matin. Maud, du coup, est-ce que le rétexte, qui est un peu le premier et le plus ancien, CERAC, est-ce qu'il porte ses fruits aujourd'hui en matière d'efficacité ? Est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui ces données d'incidentologie pour qu'elles puissent être rediffusées au plus grand nombre et transformées, entre guillemets, en messages de prévention ? Alors sur CERAC, tout d'abord, il porte ses fruits au sens où il continue à être alimenté régulièrement, avec quasiment 400 récits aujourd'hui après 3 ans de fonctionnement. Et ils ne semblent pas tomber à l'abandon, ce qui a pu être le cas d'autres systèmes de rétex plus anciens dans le monde. On sent aussi que la culture du partage d'expériences, elle commence à se mettre en place et qu'elle est de plus en plus acceptée. Donc ça, on en parle de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Il porte un peu moins ses fruits pour l'instant alors d'une part sur la qualité de l'ensemble des récits. On n'a pas toujours un niveau de détail très important, mais on verra qu'en fait, c'est pas forcément très grave. Et puis un peu moins ses fruits sur les retours qu'on peut faire et l'analyse, le traitement. Alors ça, c'est un travail qui est en cours. Dans tout dispositif de rétex, il faut bien sûr un retour régulier pour qu'il porte ses fruits en termes de prévention, mais aussi, surtout, pour valoriser l'investissement des personnes qui franchissent le pas de témoigner et qui nous livrent une expérience précieuse. Un des objectifs de ce retour, c'est aussi de mettre ça en avant et de leur faire un retour sur investissement, finalement. Mais pour fournir cette analyse, il ne s'agissait pas de foncer tête baissée, donc on y travaille. C'est aussi tout l'objet de mon travail que de proposer une façon de valoriser ces récits et de formuler des conseils sur ce qu'on peut leur faire dire ou ne pas dire. Donc voilà. Tout à l'heure, on nous a présenté une manière il y a plusieurs manières d'analyser les récits, on nous en a présenté une tout à l'heure. Il y a un aspect qui peut être sur le factuel et les causes objectives, techniques et environnementales, qui est intéressant d'une part pour un format de communication en boucle courte, pour informer assez rapidement et qu'il est possible de quantifier. C'est une des approches. Il y a une autre approche qui est plus qualitative, et suivant les types de rétex, elle peut aussi être prise de différentes manières. Celle d'aller chercher les causes, creuser le pourquoi du pourquoi, on l'a vu ce matin aussi, pour aller savoir, via une investigation, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour ça, il faut avoir des informations très exhaustives et très précises. C'est une approche qui nous dit des choses, qui nous apprend des choses. Mais je vais vous parler d'un autre aspect très intéressant des rétex, qui est complémentaire, qui vient en parallèle, et qui m'est venu à l'esprit au vu des premiers résultats des récits de CERAC. C'est que tout d'abord, la richesse principale, elle n'est pas tant sur les risques objectifs, techniques et environnementaux, qu'on connaît, même s'ils peuvent nous informer dessus, qu'on connaît mieux souvent par ailleurs par d'autres moyens, mais plutôt sur les aspects humains et comportementaux, et j'irai même plus loin sur la manière dont les personnes ont vécu et perçu les situations. Et sur cet aspect humain, encore moins que sur les aspects observables, il est délicat d'établir des lois générales sur ce qui est dangereux ou ce qui ne l'est pas. Et les données ne le permettent de toute façon pas vraiment. Donc l'idée du rétex, c'est avant tout un outil de partage d'expérience, de l'individuel vers le collectif. Et un des aspects préventifs qui est très important, c'est celui qui permet d'engager une réflexion sur l'expérience passée. Donc tant pour celui qui vient déposer une expérience, qui analyse sa propre expérience et ce qui lui est arrivé, qui conscientise certains faits, que pour ceux qui peuvent s'emparer des récits et s'identifier, s'approprier à ces récits en s'interrogeant sur leur propre expérience. Qu'est-ce que cette histoire m'évoque ? Qu'est-ce qu'elle me dit sur ma propre gestion du risque et sur ma propre pratique ? Donc c'est un aspect préventif des récits qui est plutôt informatif que de celui de trouver les causes. Pour cela, pour pouvoir s'identifier et s'approprier les récits, et même pour pouvoir fournir une analyse plus fine,
Ce qui est souvent le plus intéressant, c'est les récits qui sont le plus détaillés, où les personnes décrivent la situation telle qu'ils l'ont ressentie, où ils exposent ce qui s'est passé dans leur tête ou dans leur trip, plutôt qu'une description factuelle des éléments techniques, bien que cette description factuelle soit aussi importante par ailleurs. Donc les rétextes sont la collecte d'expériences individuelles, singulières et subjectives, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant la situation telle qu'elle a été vécue, et c'est là toute leur richesse. Donc bien sûr, pour faciliter l'appropriation de ces récits et encourager cette réflexion sur sa propre pratique, ça n'empêche pas qu'il y a un travail de traitement à faire qui peut avoir lieu à plusieurs niveaux. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est qu'un intérêt est surtout d'informer sur ce qui s'est passé, de décrire les différents ingrédients qui ressortent dans les récits, d'informer les pratiquants sur des situations positives ou négatives qui ont eu lieu et sur des dynamiques situationnelles qui peuvent se mettre en place, sur des éléments de ressenti pour pouvoir s'identifier au récit. Voilà, c'est plutôt mettre l'information à disposition des pratiquants que de chercher comment on va corriger des dysfonctionnements ou des erreurs qui ont été mises en place. Et après le SNGM l'année dernière, la FFCAM met en place son propre système de rétex qui sera opérant a priori à la saison prochaine. Luc, quels sont les effets qui sont attendus par rapport justement à ce que vient de développer Maud ? Ouais, en plaisantant, j'aimerais dire, d'abord l'objectif c'était de copier les fédérations de montagne dans le monde qui en ont un, comme le BMC qui l'ont mis en place. En fait, nous on y va avec pas mal d'humilité, hein, et je dois remercier quand même donc la Fondation Pels qui nous accompagne. Quand même notre objectif premier, c'est quand même d'essayer d'alimenter cette base. Donc on va passer par la base CERAC, même si on aura une base à côté, mais donc tous nos récits, quand ils seront validés, ils seront transférés donc sur la base CERAC. Et l'objectif, c'est quand même d'avoir une idée en fait un peu plus précise de nos propres pratiques. Peut-être aussi dans un premier temps, à partir de récits qui nous sembleraient un peu, je dirais, correspondre à des cas d'école, essayer donc de les extraire et de les commenter et de les utiliser donc pour pouvoir dégager, des dispositifs de prévention et de sécurité à partir de ces récits. Il nous reste 5 minutes pour tenir le timing. Je vais passer sur la question de la communication, qui est évidemment un des nerfs de la guerre, qui est aussi l'un des cœurs de métier de la Chamoniarde, hein, de communiquer de diffuser des messages pour améliorer la sécurité. Est-ce que tu peux, Jean-Christophe, nous expliquer comment vous avez pensé et comment vous diffusez vos messages et pour quels effets attendus et j'allais dire même sur quel périmètre ? Alors sur quel périmètre ? Il est grand le périmètre quand même. Bon, déjà Vallée de Chamonix déjà par notre site internet, puisqu'on a quand même une page qui est réservée effectivement, qui est mise à jour, j'allais dire d'une manière plus ou moins hebdomadaire sur les conditions générales de la montagne, donc ça c'est toute l'année, et puis sur la page retour de course. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que dans la communication, la difficulté qu'on a, c'est de trouver le langage afin que tous les gens qui arrivent sur notre site internet puissent comprendre véritablement ce qu'on veut dire sur la description. Donc on est obligé de faire du triage. Ça c'est évident. Et là où ça devient difficile, c'est que parce qu'il y a des pros qui nous laissent des témoignages, c'est super intéressant, mais quelquefois sur la même course, le même jour, on a des retours de course avec des descriptions, mais qui sont des analyses, mais qui sont totalement à l'opposé. Donc moi, je me pose des questions là-dessus. C'est vraiment la grosse difficulté qu'on a, quoi. Il y en a un qui va vous dire c'est super bon, l'autre qui va vous dire c'est super mauvais. Et nous, on est un petit peu au milieu de là-dessus. On est au milieu de tout ça et on se dit, on informe la majorité des gens, donc c'est ouvert tout le public. Comment on va faire ? Donc là est toute la grosse difficulté de la communication. C'est pour ça que j'insistais en tous les cas pour l'information, pour la restitution de l'information, d'être le plus factuel possible et d'utiliser. J'allais parler de vocabulaire universel, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'il y a des pays étrangers qui ont leur culture de leur montagne et leur manière de pratiquer leur montagne. Donc c'est pas facile de trouver un langage universel, mais il faut essayer de tendre vers ça. Voilà pour la communication. Vous êtes à la fois entre la communication factuelle et puis la communication
presque à la limite, qui utilisent l'humour avec les clips Yeti. Donc du coup, il y a quand même une gradation assez large. Effectivement, il y a plusieurs échelons d'interprétation. Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, sur les retours de course, par exemple, alors oui, les gens qui viennent nous voir ou qui nous téléphonent en ligne, effectivement, on est capable de donner, suivant les connaissances de la personne, on est capable quand même de donner, de fournir plus d'informations. Mais c'est parce que, voilà, un guide, il a un vocabulaire de guide, il a un petit peu son langage à lui. Alors entre guides, on se comprend très très bien, mais c'est un langage que tout un chacun ne comprend pas forcément. Donc là est l'adaptation, quoi. Hein, mais c'est pas facile. Après, sur les outils de communication, on a essayé quand même de mettre des choses en place. On se rend compte que, par exemple, et là aussi, c'est un peu l'affaire de tout le monde, on comprend encore aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, l'interprétation d'un BERA, qui est visible de tout le monde, eh ben, on n'a pas forcément les bons outils, on n'a pas les connaissances, le vocabulaire, l'alphabet pour décrypter aujourd'hui un BERA. On s'aperçoit qu'effectivement, la plupart du temps, il n'est pas très bien interprété et qu'on essaye de réduire ça à sa plus simple expression, à savoir un chiffre. On ne sait pas ce que veut dire un chiffre. Donc là, sur la communication, on essaye de faire des choses dans le sens où trouver un petit peu l'interprétation qui permettra aux gens de le comprendre plus facilement. Tant est qu'ils puissent s'informer eux-mêmes sur la teneur du BERA. Et puis là aussi où c'est très très difficile parce que voilà, on est libre d'expression, hein, tout le monde a le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est là aussi on essaye de faire un effort sur un sujet particulier. On peut trouver des vidéos de tout pays, dans toutes les langues, qui traitent exactement le même sujet, pas du tout de la même manière. Souvent, il y a aussi des posts qui sont faits par des professionnels. Et quelquefois, on ne comprend pas très bien, parce qu'en tant que professionnel, on a quand même une responsabilité par rapport à la pratique. On est les garants de cette pratique, de cette sécurité. Et il n'y a jamais un petit mot pédagogique. Jamais. Donc on montre des images, c'est fabuleux, hein, c'est tentant, des gerbes de neige, des panterelles, des avalanches, mais souvent il n'y a aucun commentaire dans un sens pédagogique. C'est-à-dire que voilà, c'est la beauté des yeux, c'est super impressionnant, on a envie de faire la même chose, mais c'est souvent absent d'une petite note en disant voilà, c'est magnifique, j'ai pu faire ça, mais attention, je suis un professionnel. Quand j'ai fait ça, quand j'ai visualisé, quand j'ai tourné ces images, les conditions étaient comme ça. J'ai pris telle mesure avant d'y aller, telle information. C'est vrai que sur ce côté-là, on a encore du mal à communiquer quand même, hein, et les pros en particulier. Et puis on voit rarement des retours où c'était pas bon. Merci à tous les quatre pour votre contribution. On n'a pas fait le tour de la question, le temps est court, mais il y avait vraiment une volonté d'une question. Alors je vais m'arranger avec, qui était vraiment une demande. Il n'y avait pas eu d'échange avec la salle, il y avait une demande de questions. Donc je me donne encore 4 petites minutes et à 12h30, le groupe d'après, je vais leur mettre la patate. Pas de chance. Oui, bonjour à tous. J'ai fait une demande express de prise de parole. Je souhaitais m'exprimer au titre de plusieurs casquettes. Je suis chargé de mission à l'ANENA, je pense que pas mal de gens le savent, Sébastien Escande. Ça fait 14 ans à l'ANENA qu'on fait 4 rétextes par an, qu'on publie pour le grand public. Et j'aimerais profiter de cette tribune pour vous le rappeler, que l'ANENA est une association qui fait des rétextes 4 fois par an. J'en ai moi-même rédigé 40. Donc quand on dit qu'on démarre les rétextes avec Sérac, je suis un petit peu gêné aux entournures. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est une association qui fait de la prévention, qui est censée avoir une audience nationale et fédérer tous les acteurs. Et on s'aperçoit régulièrement, et dans cette assise comme celle de l'an dernier, nous avons disparu, malheureusement, de l'animation d'une table ronde. Dans cette table ronde qui parle exactement des sujets de l'ANENA, j'aurais aimé pouvoir vous dire qu'on est très actif à travers des conférences aussi, qu'on touche environ 5000 pratiquants par an. Sur l'interprétation de bulletins, on touche 5000 pratiquants par an. Voilà. Donc c'est assez difficile aussi à entendre qu'on a
des pratiquants qui n'arrivent pas à interpréter les bulletins, des pratiquants amateurs, il y en a 5000 donc chaque année, qui apprennent à interpréter un bulletin, avec des grilles d'interprétation qui ont été définies depuis 8 ans. Donc on n'est pas dans de la nouveauté là non plus. Avec nos conférences, on est sur l'interactivité, où les gens travaillent sur la préparation de sortie. Ils travaillent sur le facteur humain. Là, il s'agit d'ateliers. Et des ateliers, où, comme l'a très bien rappelé Maud, sont des ateliers où on ne se retrouve pas à entendre la grand-messe d'un sociologue, mais on travaille sur des cas d'accidents, on fait du rétex entre pratiquants, sans pilotage par un expert. Il s'agit d'un animateur qui fait sortir auprès de pratiquants de différents niveaux des aspects de facteurs humains. Donc à la fois sur les perturbateurs, les biais cognitifs, les émotions, j'en passe, mais également sur des bonnes pratiques de sécurité que les gens sont capables de percevoir à travers des récits. On s'appuie sur des sachants, Franck Debouc qui était là à la première estrade a travaillé avec nous, Christian Morel, sociologue, s'est beaucoup appuyé sur les travaux de l'ANENA également pour publier ses livres. Voilà, je tenais à préciser qu'il y a une association qui est en survie depuis des années, qui a, par chance, le syndicat des guides a marqué des partenariats depuis des années pour faire adhérer les guides à travers une croix qu'on coche au moment de notre adhésion, qui a encore 15 000 moniteurs qui ne sont pas adhérents de l'ANENA. Donc j'en profite, je sais qu'il y a des moniteurs dans la salle, pour vous rappeler que ça serait un très bon moyen de soutenir la prévention en France. Voilà. Et enfin, je vais m'exprimer au titre du réseau assistance accident, parce qu'il se trouve que je fais partie aussi de cette instance du SNGM qui existe depuis 15 ans, qui fait également du rétex et qui a avancé sur les facteurs humains. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'EMHM, après Manon, à l'École nationale des sports de montagne, et c'est en train d'arriver à l'ENSA, il y a des outils qui viennent du réseau assistance accident. Voilà. Je vous remercie, je te remercie Yannick pour m'avoir laissé ce temps de parole. Je n'ai aucune animosité, je suis super content qu'on puisse se réunir ici, mais voilà, je tenais à avoir cette prise de parole. Merci. Ok, merci. Alors, maintenant ça va être le... merci à vous. On peut les applaudir, le top qui descend. Merci à vous tous pour cette table ronde. Merci à Nils pour l'avoir animé.